Bienvenue dans Aparté, le podcast qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui innovent dans le monde merveilleux de l'information. Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes. Je suis Jean-Baptiste Diebol, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo. Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Notre invité aujourd'hui s'appelle Jérôme Colombin. Bonjour. Et vous connaissez sans doute, bonjour Jérôme, vous connaissez sans doute ses chroniques high-tech sur France Info. En fait, nous nous sommes croisés il y a quelques années, tu l'as sans doute oublié, mais moi pas. Voilà, c'était notamment dans la folie du CES de Las Vegas, quand je couvrais moi aussi les nouvelles techno. Et ce qui m'avait déjà frappé à l'époque, c'est que Jérôme, il teste aussi le monde de l'innovation pour son propre métier de journaliste. À l'époque, notamment, il y a quelques années, avec François Sorel, tu avais lancé la chaîne Techno. Tout à fait. Voilà, qui a été revendue depuis à 01net. Et il y a quelques semaines, au moment où je cherchais quels journalistes ont publié des livres en auto-édition, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant, je suis retombé sur toi. Et donc, nous sommes très heureux de t'accueillir. Je suis ravi, merci de votre accueil. Pour parler donc de ton expérience d'auto-édition. Alors, le bouquin, on expliquera, il y a une autre version. Le bouquin s'appelle Réseaux sociaux, faut-il quitter Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Il est sorti en juin 2018, donc il y a un an sur Amazon. Et avant de rentrer dans ton expérience, écoutons un peu de quoi parle ton livre. RMC, la grande gueule du jour. Et il s'appelle Jérôme Colombin, il est journaliste spécialiste technologie numérique sur France Info. Travaille avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi ici sur RMC qui s'appelle François Sorel. Ouais. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Quels sont les fléaux qui rongent les réseaux sociaux alors ? Moi je dirais qu'il y en a 5 que j'ai essayé d'identifier dans ce livre. C'est la haine, la violence verbale, les fake news, les fausses nouvelles. Souvent les deux sont d'ailleurs assez proches. Ensuite il y a la cybercriminalité, ça c'est une chose qu'on oublie, mais voilà, c'est un nouveau terrain de jeu pour les cybercriminels. Il y a l'addiction, on en est tous plus ou moins victimes. Et puis le 5e, je l'oublie d'ailleurs. Du coup, le 5e, c'était quoi ? La mémoire. La mémoire t'est revenue depuis ? Oui, la mémoire m'est revenue. C'était l'exploitation des données personnelles, chapitre 2. 3 d'ailleurs. Le sujet des réseaux sociaux est passionnant, mais c'est pas pour ça qu'on t'a invité. Nous, c'est l'auto-édition. Alors, ce sujet, justement très passionnant, pourquoi avoir décidé de l'auto-éditer ? Eh bien, parce que c'est super amusant. D'abord, c'est assez facile et alors il faut avoir évidemment le goût de faire des choses comme ça. Moi je l'ai, j'aime bien faire les choses moi-même. J'ai fait des sites web, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des émissions web, je fais de la vidéo et quand je dis je fais, c'est effectivement je suis devant la caméra, derrière la caméra, je monte, je tourne. Voilà, moi je suis un bricoleur et je fais de l'informatique depuis des siècles. Donc j'ai cette appétence personnelle. Et aujourd'hui, il est possible assez facilement de publier soi-même ses propres livres. Alors en l'occurrence, le dernier, je l'ai fait sur Amazon. J'avais déjà fait un autre avant. C'est pas la première expérience. Non, c'était pas la première expérience. C'était un peu plus compliqué parce qu'on n'était pas arrivé à ce stade de Amazon, facilité. Il n'y avait pas Amazon Kindle Publishing, exactement. Est-ce que c'était une expérience plutôt avantageuse par rapport... Parce que on n'a pas dit, mais auparavant, tu avais déjà publié un certain nombre de livres de manière tout à fait classique chez des éditeurs. Classique, voilà. Ouais, tout à fait. Donc du coup, qu'est-ce que cette expérience d'auto-édition apporte par rapport à l'édition classique ? Eh bien, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est la rapidité de publication. C'est-à-dire qu'un éditeur aujourd'hui, traditionnel, vous avez un délai de fabrication qui est énorme, qu'on peut même trouver assez surréaliste au XXIe siècle. Mais entre le moment où vous rendez votre manuscrit et le moment où le livre est disponible, il s'écoule un mois, quoi. Un mois, si ce n'est plus, 2 mois, etc. Là, sur Amazon, vous envoyez votre PDF. 48 heures après, le livre est disponible en numérique. Ouais. Et les exemplaires papier, puisque quand on parle d'auto-édition, souvent on pense que c'est que du numérique. Exactement. Pas du tout. Avec Amazon, on crée les deux versions, la version digitale et la version papier, qui peut être envoyée chez les gens qui l'achètent et qui choisissent ce format-là. C'est de l'impression à la demande. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est de l'impression à la demande. C'est de l'impression à la demande, ça prend 3 jours.
C'est-à-dire que j'envoie mon PDF, grosso modo 4 jours après, j'ai le livre dans ma boîte aux lettres. C'est quand même magique. Ouais, donc je trouve ça absolument magique. Ça, effectivement, ça change tout par rapport à l'édition traditionnelle. Exactement. Et notamment l'édition à la demande, c'est-à-dire de ne pas décider de partir sur 1000, 2000, 500 000, 10 000 exemplaires. Exactement, puisque là, c'est vraiment imprimé au gré de la demande. Et alors, il coûte combien, le livre ? Alors, sur Amazon, il coûtait, je sais plus, dans les 17-18 € je crois, quelque chose comme ça. On a dit premier avantage. La rapidité. Mais ça, à la limite, vous allez me dire, il y a certains qui diront, bon, on s'en fiche que ça prenne 3 jours ou 3 mois, c'est pas grave. Ensuite, la souplesse, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à de l'auto-édition traditionnelle, je parle pas de l'édition traditionnelle, mais par rapport à ce qu'on appelait l'édition à compte d'auteur, on n'a rien à débourser. Sauf si je veux éventuellement acheter quelques exemplaires pour les donner à des journalistes, etc. Mais j'ai aucune mise de fonds à faire. Aucune mise de fonds. Et puis, accessoirement, maximisation des coûts. Ça peut aller jusqu'à 70% du prix de vente. C'est-à-dire que moi, parce qu'on choisit son prix, et avec, combien on a dit, 17 €? 17,50 €. 17,50 €. Il y avait à chaque exemplaire vendu 5 € dans ma poche. 5 €, et alors tel que j'avais fait mon pricing, mais c'est monstrueux. Ah oui, oui. c'est parce qu'un éditeur papier, là, alors donc là j'ai la version. Alors on va en parler. Faut pas déflorer le truc. Voilà. Ok. Mais grosso modo, avec un éditeur traditionnel, je récolterais, je sais pas, 40 centimes, 1 €, quelque chose comme ça. Et en plus, j'avais le même prix, 5 €, que ce soit la version papier ou la version numérique, alors que la version numérique est vendue moins cher. Mais évidemment, les coûts sont nettement moindres. Du coup, il y a cet autre livre sur la table qui, lui, a été édité par une maison classique. Voilà. Alors, quels avantages, quelles différences ? Alors, il y a effectivement, bien sûr, des avantages. C'est-à-dire que Amazon, vous êtes... l'auto-édition sur Amazon, eh bien, j'ai tout fait... les avantages qu'on vient d'évoquer, mais il manque quelque chose qui n'est pas rien, c'est la distribution dans les librairies. C'est ça. C'est qu'il n'est pas dans les librairies. Pour 2 raisons. D'abord parce que Amazon n'a pas de circuit de distribution physique, sauf exception, c'est-à-dire qu'il y a un accord avec, je crois, Hachette, qui permet, malgré tout, il y a un accord Hachette-distribution qui, dans certains cas, peut distribuer des livres Amazon. Mais on ne va pas se le cacher, les libraires sont allergiques à Amazon. Absolument. Et dès qu'on dit Amazon, ils partent en courant. Et donc, ils veulent absolument pas ouvrir la porte. Moi, j'ai tenté un coup. J'ai une très grande librairie près de chez moi, vraiment, qui est vraiment bien. Et j'ai écrit au directeur, j'ai dit, je m'appelle machin, etc. J'ai fait ce bouquin. Ok, c'est édité sur Amazon. Si vous voulez qu'on fasse une petite animation, un truc, moi je serais ravi de venir le signer. Et je viens avec ma pile et c'est vous qui le vendez et ils prennent une commission qui est pas énorme, mais c'est possible. Mais on m'a envoyé paître parce que c'est Amazon. Les avantages de la maison d'édition. Les avantages de la maison d'édition, ils sont indéniables, c'est qu'on est distribué en librairie, bien sûr, et ça c'est magique. Et en plus, on est vraiment bien distribué, c'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui passent pour ambiancer les libraires, etc. Et puis il y a la promotion derrière. On est invité aux grandes gueules. On est invité aux grandes gueules sur RMC, effectivement. Alors la promotion, attention, parce que les éditeurs aussi sortent beaucoup de bouquins et ils n'ont pas le temps de s'occuper véritablement de soigner aux petits oignons tous leurs auteurs, surtout s'ils s'appellent pas Marc Lévy. Donc il faut parfois un peu se débrouiller tout seul, mais il y a aussi une chose, c'est que du côté des journalistes, et je le comprends parce que moi-même je réagis comme ça, on accorde encore plus de crédit à un livre publié par un éditeur qu'un choisi. Exactement. Il y a quand même une méfiance sur l'auto-édition. Bien sûr, mais ce qui est légitime, moi, personne n'a relu mon livre. À part ma femme, ma mère et le correcteur que j'ai payé. Et petit détail, tu as été obligé de changer le titre du coup, c'est ça ? Et est-ce que l'intérieur a changé ou... Honnêtement, j'ai pas été obligé, mais c'est l'éditeur qui m'a suggéré un autre titre que je trouvais meilleur. Donc on s'est mis d'accord. C'était son boulot d'éditeur. C'était son boulot d'éditeur, bien sûr. Il y a un regard de l'éditeur qui peut pas être remplacé. Et alors petite question par rapport à Amazon, faut-il croire les classements des ventes sur Amazon ? J'ai un petit doute, honnêtement, mais bon, je vais pas... Vous comprendrez que je vais pas être désagréable puisque moi je me suis retrouvé numéro 1 dans plusieurs catégories pendant un certain temps, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit coup de pouce. C'est un petit peu comme le choix du libraire qui décide de vous mettre sur le devant de la pile, ce qui laisse entendre que c'est un best-seller alors que ça l'est pas encore. Et voilà, et je pense que eux, Amazon, ils font ça. Et après, il y a autre chose qu'ils font et là ils ne s'en cachent pas, c'est de pousser, alors délibérément, de faire des choix
à travers des newsletters et des choses comme ça, de mettre en avant tel ou tel livre dans une communication qu'ils font auprès de leurs utilisateurs. La comparaison est peut-être un peu difficile parce que c'est pas le même timing de sortie, mais est-ce qu'au niveau des chiffres de vente de l'un et l'autre, du coup, puisqu'on peut vraiment comparer les deux, c'est intéressant cette expérience. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on peut, il y a quelque chose de comparable? Je serais embêté pour vous répondre parce que c'est encore trop frais. C'est-à-dire que j'ai pas les chiffres. J'ai des chiffres mais qui sont pas définitifs. On m'a parlé de chiffres de mise en place. Je sais même pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, si je comprends ce que ça veut dire, c'est ce qui a été distribué dans les librairies. Pour l'instant, c'est à peu près similaire, je dirais. Ouais. Non, il a plutôt bien marché sur Amazon, mais... C'est-à-dire en un an, du coup, enfin dans 9 mois peut-être, c'est quel ordre de grandeur? C'est des dizaines, des centaines, des milliers? Non, là on me parle de 2000 mises en place, ouais, voilà, sur un tirage de 4000 je crois. Donc c'est à peu près ce qui a été vendu aussi en... C'est à peu près ce qui a été vendu sur Amazon, ouais. En papier et numérique. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Amazon KDP, donc Kindle Direct Publishing. Alors c'est quoi? C'est un service d'Amazon qui permet de publier des e-books et des livres papier directement sur Amazon. Donc c'est gratuit pour l'utiliser. Alors pour les e-books, c'est tout con, vous envoyez le fichier et tout. Et par contre, pour les livres papier... Alors là, on vient d'entendre sur les e-books. C'est sur les e-books. Voilà, un tutoriel, comme on les aime, très nombreux qu'il y a sur YouTube. Mais quand même, quand on est geek, probablement tu le sais, on aime bien les tutoriels quand même. C'est assez génial. Mais est-ce que tu pourrais être un petit peu plus convaincant et nous expliquer vraiment comment est-ce qu'on s'y prend pour aller sur KDP, donc effectivement la plateforme d'Amazon qui permet aujourd'hui assez facilement de publier un livre. Alors, juste, je voudrais préciser qu'évidemment, il y a l'étape aller sur la plateforme, mais il y a un peu de travail en amont, à mon avis, qu'il faut faire. D'abord, c'est écrire le livre. Accessoirement. Accessoirement. Ensuite, il y a un gros travail de mise en forme, parce que, en réalité, il faut envoyer le livre déjà formaté. C'est sous PDF? Comment ça marche? Oui, c'est sous PDF ou Word. Et moi, j'ai eu de mauvaises expériences en envoyant sous Word, parce que Word, forcément, la mise en page risque d'être détériorée, modifiée à l'arrivée. Et j'ai compris, après moult essais, qu'il valait mieux l'envoyer sous PDF, parce que là, c'était figé. Sur KDP aussi, accessoirement, on fabrique soi-même sa couverture. Oui, et ça peut être un motif de rejet. En fait, si elle n'est pas bien calibrée. Non pas, ils ne jugent pas du tout le fond. Ils ne lisent pas le livre. Il n'y a rien. Zéro censure. Ah non, zéro censure. Alors, je pense que s'il doit y avoir un contrôle automatique pour des contenus, certains contenus, appel à la haine, etc. Si vous publiez un livre avec un torrent d'insultes, à mon avis, ça passera pas. Mais grosso modo, on ne va pas vous dire ouais, c'est super intéressant votre bouquin. Non, ça tout le monde s'en fout. La moulinette informatique qu'il a lu n'est pas capable de le dire. En revanche, elle est capable de voir si le texte ne sort pas du cadre, s'il va pas trop loin, et aussi beaucoup pour la couverture où il y a des contraintes graphiques assez fortes. Et ça. On a un retour immédiat, mais vraiment immédiat en 24-48 heures de la part de l'équipe d'Amazon. C'est en anglais. En revanche, les échanges sont en anglais. C'est des gens, enfin la plupart du temps, oui. Je pense que c'est des gens qui sont aux États-Unis ou ailleurs, mais en tout cas, ils sont dans la langue d'Amazon, on va dire. Donc un PDF qu'il faut avoir mis en page. Un PDF qu'il faut avoir mis en page. Il faut avoir fait tous les retours de page, etc. Ouais, chronologiquement, on écrit le bouquin. On le fait corriger. Moi, je pense que c'est important. Donc, il faut payer un correcteur, une correctrice. On en trouve sur Facebook et on deal en direct, il y a des tas de etc. communautés. Exactement, il y a des tas de communautés. On fait corriger, ensuite on met en forme et alors la couverture on la fabrique sur KDP. D'accord. Soit à partir d'un template qu'il propose, soit à partir d'une image, soit à partir d'un truc qu'on a créé soi-même sur Photoshop. Et puis là, on envoie le tout, on remplit les éléments de pricing, enfin à quel prix on veut le vendre. Ils nous expliquent que si on le vend tant, ça nous rapportera tant. Ils ont 2 méthodes pour faire des prix, 2 méthodes de répartition. Bon là, il faut faire des choix. Et puis ensuite, c'est validé, mais très vite, 24-48 heures après, on reçoit un go ou un no-go, s'il faut refaire par exemple la couverture, et puis après c'est en ligne très rapidement. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas vraiment de compétences particulières, outre le fait de savoir écrire évidemment. Graphiquement, on n'est pas obligé, quoi. Et on n'est pas obligé de faire du graphisme. Moi, là où j'ai buté personnellement, où je me suis dit,
merde, quand même, là, il faut des compétences. C'est vraiment pour la mise en page. Et je vous dis des trucs tout bêtes, hein, le choix de la police. Pendant des jours et des jours, j'ai hésité. Qu'est-ce que je mets comme police ? Et j'ai fait des premiers tirages. Alors l'avantage, c'est qu'on fait des premières versions. Oui. Je fais une première version, je commande le truc. Et les premiers que j'ai reçus, j'ai dit, oh là, mon Dieu, mais c'est écrit beaucoup trop petit. Ouais. Et autour de moi, on m'a dit, mais c'est pas possible. Je crois que c'est celui que j'ai entre les mains d'ailleurs. C'était une des premières versions. Police 8. Voilà, c'était écrit trop petit. Alors du coup, ça fait un livre moins épais, mais c'est pas tellement ça le problème. Et là, j'ai pas mal pinaillé. Et alors, c'est amusant parce qu'en réalité, j'ai une amie qui travaille dans une maison d'édition et je lui dis, tiens, tu peux pas m'aider ? Il y a pas quelqu'un chez toi à qui je pourrais juste passer quelques pages, qu'elle me dise, grosso modo, est-ce que ça se fait pas ? Et ce qui est très drôle, c'est que ça a été le contact, la porte d'entrée pour l'éditeur papier, l'édition papier ultérieure, ouais. Est-ce qu'on arrive à bien vendre son livre tout seul, justement ? Parce qu'on a évoqué la distribution. C'est une super bonne question. Ouais, parce que c'est pas évident. C'est pas facile parce que c'est un exercice de narcissisme auquel certaines personnes sont peut-être très prédisposées, d'autres beaucoup moins. Moi, je l'étais pas forcément. Mais en fait, on se donne des coups de pied aux fesses, et puis au bout d'un moment, j'avais plus aucune pudeur. C'était, tiens, t'as lu mon livre, tu veux pas en parler ? Parce que l'auto-édition, une fois que tout est fait, KDP accepté, ça y est, c'est en ligne. Ouais. Là, on fait quoi ? Parce que ça monte pas tout seul non plus. Il faut demander des petits coups de main par-ci par-là à la famille pour faire des commentaires, des choses comme ça. Ouais, ça aide. Ouais. Amazon nous explique, voilà. Amazon veut bien s'intéresse un petit peu à nous et notamment pour les classements et autres à partir de 10-15 commentaires. Donc il fallait les avoir les commentaires. On peut pas faire des commentaires bidons parce qu'en plus on peut faire des commentaires bidons mais ça se voit tout de suite parce que il faut que ce soit des commentaires souvent de gens qui aient acheté le livre. Donc oui, moi j'ai fait du forcing autour de moi, mes frères, ma famille, des copains, je leur dis soyez sympa, vous le commandez, je vous paye après, rembourse et vous mettez un commentaire. Mais alors, en plus moi j'ai une famille super honnête et ils voulaient pas mettre des commentaires trop élogieux, donc ils m'ont dit c'est intéressant, 4 étoiles. J'ai dit comment ça 4 étoiles? Mais bon, voilà. Donc ça c'est important, le côté il faut que ça commence à exister et puis on commence à moi j'avais listé tous les relais d'influence, enfin les journalistes, influenceurs, blogueurs que ça pourrait intéresser. Donc j'ai commandé des exemplaires parce que on peut commander ce qu'on appelle des exemplaires auteurs qui sont pas, je le paye pas 17 €, du coup je le paye, et ça je vais vous dire le prix parce que je trouve qu'il est génial, 3 €, suivant la quantité, mais ça me revenait à 3,56 € l'exemplaire, port compris. Génial. Ah oui. C'est incroyable. Et ils n'ont pas peur du coup de la revente sauvage? Non, ils n'ont pas peur de la revente sauvage, mais ils s'en foutent un peu. Mais non, mais même c'est pire que ça, ils l'autorisent la revente sauvage, parce que si j'avais pu, par exemple, faire ma signature chez un libraire, ou si j'avais une signature ou que ce soit, je peux arriver avec ma caisse de livres, et ce sont des livres que j'ai achetés au tarif auteur. Et après, je fais le vendeur, donc c'est aussi normal qu'il y ait une marge. Et du coup, les journalistes qui l'ont reçu, ils l'ont chroniqué avant qu'il sorte C'est vrai qu'on est un peu plus à l'aise avec un livre sorti chez un éditeur qu'un livre auto-édité, parce que ça reste connoté, l'auto-édition, c'est un peu... Il n'a pas vendu, quoi. Ouais, il n'a pas convaincu un éditeur. Il n'a pas convaincu un éditeur. Alors, c'est vrai que moi, j'étais très à l'aise, puisque c'était un vrai choix, et j'avais déjà un éditeur dans la poche, quasiment, qui était d'accord. Parce que le contact que j'ai eu avec l'éditeur, le livre était en train de sortir sur Amazon. Et j'ai dit non, mais moi je veux pas arrêter Amazon, je continue, laissez-moi 6 mois, 1 an, et puis on se reparle, et voilà. Bon, elle me talonnait un peu, mais j'ai fait le choix vraiment de rester sur Amazon. Après, il faut l'assumer, effectivement. Il y a un côté un peu auteur maudit qui raconte sa vie. C'est genre de choses qui peuvent vivre sur les réseaux sociaux avec des communautés, sur des sujets, sur des angles particuliers. Mais je pense que c'est là où c'est vraiment intéressant, sur des sujets de niche ou même des sujets par exemple, des récits familiaux. Moi, ça m'a donné l'idée. J'aimerais bien faire un truc, sur ma famille. Ce serait purement personnel. Et ça se vendra à 10 exemplaires, mais ça fait rien. C'est un truc de famille. C'est pas pour à la limite, je veux pas qu'il se vende. Ça reste un truc personnel. France Info. Les nouveaux supports, les nouvelles technologies, c'est le truc de Jérôme Colombin qui est avec nous tous les midis. Bonjour Jérôme. Bonjour Hercine, bonjour à tous. On parlait tout à l'heure du livre électronique. Le monde de l'édition, évidemment, n'échappe pas à la révolution numérique. Mais après les livres numériques sur écran, est-ce qu'il y aura des livres écrits par intelligence artificielle ?
Oui, je sens que je vais encore heurter votre respect de la tradition et votre sens artistique, Hercine. Mais oui, la question mérite d'être posée. Et si les robots se mettaient un jour à écrire des romans? Il y a déjà des robots journalistes, des robots auteurs de chansons, des robots qui font des tableaux, on en a parlé ici même. Alors pourquoi pas des robots écrivains? Alors Jérôme, tu as l'habitude donc de te projeter dans le futur. Comment est-ce que tu vois l'édition à l'aune de ton expérience dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Eh bien, moi, je pense que d'abord, l'un ne va pas fondamentalement éradiquer l'autre. Il y a vraiment de la place pour les deux, il me semble. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que l'auto-édition, soit pour des sujets de niche, soit pour des sujets beaucoup moins confidentiels, mais que les éditeurs ne veulent pas éditer tout de suite, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que les éditeurs, ce qui est normal, ne veulent pas toujours prendre des risques. Et pour eux, c'est intéressant aussi que des auteurs aillent se frotter à un premier public sur Amazon, et pour ensuite éventuellement tout à sur leur sujet, parce que notamment sur l'information, sur tout ce qui est, je sais pas si on peut dire la non-fiction en général, mais en tout cas vraiment sur les sujets d'information, ça se vend pas beaucoup. Non, ça se vend pas beaucoup. C'est des bouquins qui vont intéresser juste une petite population. Et et puis après, pour l'auteur, c'est une carte de visite aussi. Ça permet de mettre noir sur blanc des tas de choses qu'on a en tête, etc., et de se poser un peu comme connaisseur du sujet en question. Donc moi je pense qu'il y a vraiment la place pour les deux. C'est dommage un petit peu qu'il y ait cette rivalité très forte entre Amazon et les libraires, et je pense que tout le monde aurait à gagner. Alors Amazon bien entendu, mais pas seulement, les libraires aussi auraient intérêt et auraient peut-être Enfin, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de ponts et est-ce que Amazon ne les menace pas vraiment? Parce que c'est ce qu'ils craignent. Économiquement ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils craignent. Oui, Amazon va leur prendre des parts de marché, mais aujourd'hui, de toute façon, on reviendra pas en arrière. Moi, j'ai des enfants qui sont ados, qui vont acheter leurs livres eux-mêmes. Ils préfèrent les livres papier. J'arrive pas à leur faire lire des livres numériques. 2, ils adorent aller dans les librairies pour voir les vrais livres. Mais 3, les bouquins pour le boulot ou dont ils ont besoin tout de suite, ils vont évidemment les commander sur Amazon. Donc il y a vraiment de la place pour les deux, et je pense que c'est idiot et moi je suis pareil, je pense qu'on est tous comme ça, et puis il se passe des choses intéressantes dans les librairies, ils peuvent faire de l'animation, etc., et une librairie ne sera jamais exhaustive. Est-ce que l'innovation peut être aussi techno? Parce que on entendait parler dans une de tes chroniques d'intelligence artificielle, mais peut-être aussi dans la manière soit de s'auto-éditer, soit dans la manière de présenter. Est-ce qu'il y a aussi de l'innovation technologique dans les bouquins? Alors il y a, oui, je pense qu'on va aller vers des choses encore plus faciles pour les auteurs qui veulent se faire publier, parce que malgré tout, comme on l'a un petit peu dit, ça reste un petit peu un parcours du combattant. Il y a déjà des logiciels soi-disant qui simplifient les choses. Il y a aussi des plateformes qui mâchent un peu le travail. Moi, je suis pas passé par là. Mise en page, où il y a peut-être des choses là dans le graphisme. Il y a déjà ça. Il y a déjà ça, effectivement. Là, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire, ouais. Alors, toute dernière question, est-ce que tu vas le refaire? Bien sûr. Ou est-ce que c'était juste un test et que pour l'instant c'est pas mûr? Je le referai pour d'autres. Il y a une chose, c'est que les éditeurs et même les libraires surveillent énormément ce qui se passe sur Amazon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ils vont repérer les auteurs. Et il y a beaucoup d'auteurs. Il y a des auteurs de romans qui sont devenus célèbres ensuite. Célèbres sur Amazon. Ensuite, ils ont signé chez un éditeur classique, et comme ils sont malins, ils ont gardé les droits numériques chez Amazon et les droits papier chez le nouvel éditeur. Toi, tu as dû renoncer à tes droits. Enfin, en tout cas, je leur ai cédé mes droits numériques, ouais. Un petit peu à contre-cœur. Je ne cache pas. Mais bon, c'était ça ou rien. Merci beaucoup Jérôme d'être passé nous voir. Merci. Et du coup, on va continuer à suivre tes différents tests et tes chroniques dans Nouveau Monde ou ailleurs. Et on met tous les liens dans ton portfolio et dans le descriptif du podcast. Quant à nous, si vous nous écoutez sur iTunes, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, ça nous aidera beaucoup. Et puis, nous sommes de notre côté, à votre écoute, pour découvrir des innovations dans l'information. Donc, contactez-nous sur la page jinkyo.com/podcast. Salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.